La sécurité et la protection civile, une affaire de tous. Le ministère de la Sécurité met à contribution les sociétés privées de surveillance et de gardiennage pour renforcer le niveau de vigilance face aux menaces de l'heure. Le Togo, nouveau pôle d'attraction des investisseurs étrangers, c'est grâce aux mesures incitatives mises en vigueur dans la facilitation des procédures de création d'entreprises. Nous allons revisiter ces dispositions dans cette édition. Et puis la Centrafrique va-t-elle tourner la page des violences intercommunautaires? Un nouveau président a été élu, il a prêté serment. La force française Sangaris se retire. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. La sécurité demeure le défi principal de l'heure dans un environnement de plus en plus menacé par des attaques djihadistes. Le Togo a déjà mesuré l'ampleur de ces menaces en pensant très tôt à une rénovation de son système sécuritaire. Mais les seules forces de sécurité ne peuvent à elles seules flairer le mal. Il faut la collaboration de tous pour renforcer la vigilance au plan national. Et donc, le ministère de la Sécurité met à contribution les agences privées de surveillance et de gardiennage pour un partenariat plus accentué, axé sur les échanges d'informations et une collaboration assez sincère. Arnold Kiliou. Comment améliorer le cadre de travail et la collaboration pour relever les défis sécuritaires au Togo? Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et les sociétés de surveillance et de gardiennage se remettent en cause pour faire face aux nouvelles formes de menaces sécuritaires. Bien formés et bien outillés, les gardiens pourront ainsi appuyer les forces de l'ordre et de sécurité. Nous sommes des sociétés, nous avons des moyens, nous avons des formations, mais le grand problème c'est que nous travaillons avec des facteurs humains, des hommes, qui sont défaillants des deux côtés, il y a des manquements. Nous essayons tous les jours de motiver notre personnel pour qu'il soit performant, vaillant, vigilant sur le terrain, et c'est sur ça que nous allons continuer par travailler. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, cette démarche doit permettre de maintenir le cap de la vigilance à tous les niveaux. Ils emploient des éléments qui, à certains endroits, travaillent avec nos forces. Et ces éléments doivent comprendre que nous devons nous compléter. J'ai profité dans l'introduction rappeler que depuis quelques jours on voit certaines images sur WhatsApp avec un cercueil bourré de munitions et avec un commentaire qui est un peu tendancieux. Les intéressés ont franchi la frontière du Nigeria, ils venaient au Togo, ils ont été interceptés. Il n'y a rien de tout ça qui existe. Je voudrais rappeler à ceux qui ont beaucoup dialoguer, beaucoup travailler sur le WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, de faire beaucoup attention. Ne pas prendre peut-être leur plaisanterie pour une vérité. Et un agent doit être bien formé. Et nous sommes prêts à contribuer, à participer à la formation de leur personnel. Je crois qu'il y a 2 centres qui sont déjà opérationnels. On demandé leur programme de formation, on désigné nos cadres, les cadres de la police de la gendarmerie, pour participer à la formation. C'est une nouvelle forme de coopération engagée pour relever le niveau de formation des gardiens. Objectif du gouvernement, c'est tendre vers la professionnalisation du secteur et l'adapter aux nouvelles exigences de la sécurité des personnes et des biens. Et si la sécurité est garantie, c'est donc sûr que les activités économiques vont marcher comme sur des roulettes, puisque déjà l'environnement juridique est favorable aux affaires, les conditions de création d'entreprises sont de plus en plus souples pour motiver les jeunes à entreprendre et attirer les capitaux étrangers. Le rappel de ces mesures incitatives, Prudence Zissou. Une série de réformes a été entreprise au Togo ces dernières années au profit du secteur privé pour alléger les conditions de création et d'exercice d'activités économiques. Entreprendre au Togo devient donc plus facile, plus rapide et moins cher pour les opérateurs économiques. L'Office togolais des recettes a procédé l'année dernière à la baisse des redevances et à la suppression des frais relatifs à la déclaration d'existence. Désormais, pour chaque déclaration, un timbre fiscal de 1000 francs CFA est payé par l'opérateur économique. Ces nouvelles réductions des coûts permettent aux personnes physiques de créer leurs entreprises avec 25 400 francs CFA contre 34 400 précédemment, soit une diminution de 9 000 francs CFA. Pour les personnes morales, ce coût est ramené à 29 250 francs contre 58 250, soit une réduction de moitié.
Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans la poursuite des réformes entreprises par le Togo pour l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Les procédures sont aussi simplifiées aux opérateurs économiques. Au centre de formalité des entreprises CFE, qui fonctionne sous forme de guichet unique, tous les partenaires sont présents pour accompagner le processus de création d'entreprises. La Caisse nationale de sécurité sociale, les impôts, le greffe du tribunal. Il y a également une banque sur place pour le recouvrement des frais de dossier. D'autres mesures incitatives ont été également enregistrées, notamment la délivrance de la carte unique de création d'entreprise, la publication instantanée des nouvelles sociétés dès leur création sur le site web du CFE, l'instauration d'une cour d'arbitrage pour le règlement des litiges commerciaux à l'amiable. Ces facilités accordées aux opérateurs économiques ont été reconnues par le rapport du Business 2016 de la Banque mondiale. Le Togo a gagné 2 points lors de ce classement, passant de la 152e place à la 150e. Avec la première édition des cours de création d'entreprises, le nombre de sociétés créées entre 2014 et 2015 a sensiblement augmenté au Togo. Le CFE a enregistré plus de 9000 nouvelles sociétés sur cette période. Le délai de création d'entreprises ramené aujourd'hui à 24 heures et d'autres privilèges accordés aux entreprises laissent entrevoir de bonnes perspectives pour le secteur privé. Le président Zissou vient de le dire, sa réforme a donc permis au Togo de gagner des points dans le classement du business, 150e au plan mondial. Il y a eu des avancées, mais aussi des défis qui restent à relever. Quels sont les arguments qui ont milité en faveur du Togo et quels sont les domaines où il y a plus de performances, suivant ces explications de Sylvain Ratou. De la 152e place l'année dernière, le Togo remonte à la 150e place cette année. C'est ce qui ressort du rapport du Business 2016, un rapport de la Banque mondiale qui relève que le Togo a réalisé une bonne performance en matière de réforme économique. Ce qui fait que le Togo passe désormais devant les pays de l'UMOA comme le Sénégal et le Bénin. Ce progrès réalisé par le Togo s'explique par l'amélioration du climat des affaires qui s'est traduite par des indicateurs clés, notamment la réduction des formalités dans la création d'entreprises, le transfert de propriété qui a permis la révision du cadre juridique dans la modernisation et l'octroi du permis de construire. Parmi ces indicateurs figurent également l'exécution des contrats, la fiscalité et la facilitation dans la transaction du commerce extérieur. Avec l'implication du guichet unique, la création des entreprises se fait désormais à 24 heures. Ce progrès s'est aussi illustré ces dernières années par le renforcement du climat social ayant permis une bonne tenue en 2013 et 2015 des élections. Les efforts visant à renforcer la gouvernance économique se sont intensifiés avec les réformes mises en œuvre par l'Office togolais des recettes OTR pour la mobilisation des ressources internes de l'État. En 2015, cette institution a mobilisé 500 milliards de francs CFA. Elle compte cette année récolter 575 milliards de francs CFA. Ces efforts font du Togo une destination privilégiée pour les investisseurs. Les acteurs de l'économie togolaise s'engagent donc à travailler pour mieux progresser dans le prochain classement. C'est dans cette optique qu'une équipe de Du Business est attendue pour la première fois au Togo. La volonté du Togo de constituer un hub par où transitent les plus grosses transactions économiques s'illustre également au niveau des postes frontaliers par la célérité dans les opérations douanières. L'Office togolais des recettes a les obligations de résultats et la chaîne de formalité est donc allégée à travers des services innovants, rapides et compétitifs offerts aux opérateurs économiques qui gagnent ainsi beaucoup de temps. Prudence Zissou. D'importantes réformes entreprises ces derniers mois dans le secteur douanier par l'Office togolais des recettes OTR pour la fluidité des opérations douanières sur toute la chaîne logistique. Un engagement du Togo à moderniser les procédures douanières, rendre le port autonome de Lomé plus compétitif et attirer plus d'investisseurs vers le pays. Les résultats probants enregistrés sur le terrain ont été possibles grâce à l'expertise de la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur Ségus. Cette société a mis en place une plateforme dématérialisée avec l'interconnexion des différents postes des douanes. Les déclarations des opérateurs économiques se font désormais en ligne et sont partagées avec l'ensemble de la communauté portuaire et la douane pour un gain de temps.
Notre rôle ici, c'est de recevoir d'abord les clients, de les aider, les orienter, de voir, compte tenu de leur requête, la faisabilité de la chose dans le guichet unique. Et tout juste derrière, essayer de traiter cette demande dans le temps, d'aller vite et assez vite pour leur trouver des solutions et sortir leurs marchandises à temps. Avec l'utilisation de Sidonia World et l'appropriation de l'outil informatique par tous les acteurs de la chaîne logistique, les procédures douanières deviennent de plus en plus performantes. On a informatisé la plupart de nos procédures, surtout dans les grandes unités, pour faciliter les opérations douanières. En l'occurrence, dans cette facilitation, nous avons la sélectivité des déclarations. Nous avons également initié dans le cadre de la facilitation, le guichet unique pour que le contrôle soit fait en un seul lieu par tous les acteurs de la chaîne logistique internationale. Kodjovia-Kopé, une frontière par où transitent des tonnes de marchandises chaque jour, n'est pas en marge de ces réformes. Elle fait l'objet de sites pilotes pour l'expérimentation de la phase terrestre du guichet unique pour le commerce extérieur. Avec ce nouvel outil, le temps de passage des marchandises en transit et celle en consommation est réduit au maximum. La fluidité des opérations douanières est aussi remarquable à la douane de Sambikondi qui enregistre des flux importants de marchandises en transit sur le territoire douanier. Les nouvelles stratégies qui sont mises en place sont celles de la mise surtout en application de la lutte contre la corruption, qui consiste à ce que le travail soit effectué avec célérité sans perdre de temps. On a constaté que il y a un peu de remords dans le travail, mais aujourd'hui on voit que le processus est bon, que ça nous facilite la tâche de... Avant là, on voit que ça prend le temps un peu, mais par rapport à aujourd'hui là, c'est mieux. Autre avancée significative, le partenariat entre l'OTR et les banques, notamment l'UTB et Ecobank. Les délais d'attente au guichet pour les paiements sont donc raccourcis et entraînent plus de célérité dans le traitement des déclarations. Vous n'avez plus besoin nécessairement de vous déplacer pour arriver au guichet des douanes pour payer. Ils peuvent déjà payer en ville. Nous avons instruit tous les collègues pour la célérité. Il y a la célérité et il y a peu d'attroupement au niveau des guichets pour les paiements. Le résultat de toutes ces mesures est visible sur le terrain et donne satisfaction à toute la chaîne des acteurs, notamment les manutentionnaires, les consignataires, les déclarants en douane. Au niveau des circuits douaniers, il y a des circuits qui sont activés et l'orientation des déclarations vers ces circuits-là fait que la passation et des déclarations est plus vite. Et nous avons senti une nette amélioration par rapport à ce qui se faisait avant. Les innovations introduites dans le nouveau code des douanes sont également des éléments de plus pour la facilité et l'amélioration du climat des affaires. Le défi est encore grand. L'informatisation complète des services de la chaîne apportera un plus à la qualité des prestations, ce qui fera du Togo un pôle permanent d'attraction dans la sous-région ouest-africaine. Dans le secteur minier, l'adhésion du Togo à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives impose une gouvernance assez claire qui implique désormais toutes les parties prenantes, surtout dans l'élaboration des différents rapports. Les rapports pour le compte de 2012 et 2013 sont prêts et devront être disséminés dans toutes les régions extractives du pays. Ramdan Bassina, précision. De ce rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, il ressort qu'en 2013, le revenu généré par le secteur extractif s'élève à plus de 22,4 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 6,52 milliards par rapport à l'année 2012. Une somme qui représente près de 5% des recettes de l'État, soit 3,76% du PIB. C'est une exigence de la norme ITIE que les pays membres de l'ITIE publient chaque année un rapport de réconciliation sur les paiements que les industries extractives ont effectués à l'État et sur les recettes que les régies financières de l'État ont perçues auprès de ces industries extractives.
Il faut rappeler que ces deux rapports ne vont pas être utilisés pour l'exercice de validation pour la fin 2016. C'est plutôt le rapport 2014 qui est en cours de préparation. Justement, c'est pour cette raison que on a appelé les diverses entités déclarantes à plus de réactivité et plus d'implication dans ce rapport 2014 qui va constituer le document de référence pour la validation. Toutefois, des manquements liés à l'absence de contrôle adéquat dans les opérations d'exportation, l'inexistence d'un cadastre minier ont été relevés. On a constaté qu'il n'y a pas eu une participation représentative surtout des industries extractives. Et aussi, les déclarations n'ont pas été satisfaisantes, si bien que l'écart qui est constaté est très grand. Le conciliateur recommande alors, entre autres, la publication de tous les contrats miniers, la mise en place des mécanismes de suivi en renforçant la présence des agents de la Direction générale des mines et de la géologie sur le terrain. Zoom sur le secteur de l'artisanat, une filière en pleine mutation avec des innovations introduites pour lui permettre de rayonner au-delà des frontières du pays. L'artisanat constitue un secteur pourvoyeur d'emplois. 40% de jeunes actifs s'y exercent. Augustin Kossi, Christine Petit-Kialouté. C'est un des secteurs porteurs et pourvoyeurs d'emplois qui suscite de plus en plus d'engouement au Togo, l'artisanat. Il occupe près de 60% des activités de base de la population togolaise et absorbe environ 40% de la jeunesse. Sa contribution au PIB du pays est de l'ordre de 18%. L'État y consacre des actions édifiantes en faveur des artisans. ABSEF, accès des pauvres aux services financiers, le tout premier produit de la finance inclusive, et ACEF, accès des jeunes aux services financiers, ont été mis en place pour accroître la productivité des jeunes artisans. Ils ont permis aux artisans d'avoir des prêts jusqu'à 300 000 francs CFA. Également dans le registre des actions de l'État en faveur de l'artisanat, la création du Fonds d'appui aux initiatives privées des jeunes, FAEJ, destiné à lever le goulot d'étranglement que constitue leur accès au financement. Ce fonds leur sert de garantie pour les crédits octroyés par les institutions de microfinance avec l'appui technique des chambres de métiers. Cette dernière autorité décentralisée coordonne et réglemente les actions des différents corps de métier. Et l'instauration du CFA, certificat de fin d'apprentissage par l'État, reste un outil pour rendre légale la formation. En 2015, il a été conçu un projet emploi jeune qui a permis la formation de plus de 9000 jeunes, dont 1000 filles, qui seront équipées en matériel à hauteur de 200 000 francs CFA par tête. Malgré ces efforts, la concurrence des produits étrangers reste un défi. Le Conseil national de la jeunesse forme et sensibilise les jeunes sur les thématiques d'emploi et leur accès aux produits du Fonds national de la finance inclusive à travers son projet Écométier. Tout ceci permettra aux jeunes artisans d'avoir des opportunités de stage, d'initiation au métier d'emploi. En Centrafrique, le nouveau président Faustin Archange Touadéra a prêté serment devant la Cour constitutionnelle en présence de nombreux chefs d'État invités. Son principal challenge demeure le rétablissement de la sécurité. La page de la transition est tournée. La France peut en profiter pour faire entrer ses troupes engagées depuis lors dans l'opération Sangaris, qui est destinée à prévenir les affrontements intercommunautaires. Augustin Kossi. Décembre 2013, lorsque la force Sangaris atterrit en Centrafrique, le pays était en proie à une guerre civile, à des conflits interethniques et religieux. L'opération était déployée pour stopper les massacres intercommunautaires qui suivirent le renversement du président François Bozizé. Plus de 2500 soldats français étaient mobilisés au plus fort des violences. La mission onusienne MINUSCA s'est aussi déployée avec 10 000 soldats et 200 policiers. Cette force, longtemps soutenue par l'armée française, est progressivement devenue le pilier sécuritaire du pays. Sangaris s'employait également au renforcement de la capacité réactive de la MINUSCA. En l'espace de 2 ans, elle a réussi à ramener le calme, sécuriser les zones vitales et à empêcher l'inacceptable, selon Yves Le Drian, le ministre français de la Défense. Mais tout n'est pas résolu. Le pays sort d'une longue période de troubles et d'incertitude, avec une transition de 3 ans. Il s'est enfin doté
d'un nouveau président, le premier démocratiquement élu de la 6e République, Faustin Archange Touadéra. L'homme de la résurrection de la Centrafrique a prêté serment hier à Bangui. Il s'est engagé à préserver la paix et à remplir sa mission sans aucune considération ethnique. Mission accomplie, la France annonce le départ de la force Sangaris dans le courant de l'année. Elle va passer le relais aux Nations Unies appuyées par l'Union européenne pour le désarmement des milices et la formation de l'armée centrafricaine. Deux conditions clés au retour à la stabilité d'un pays meurtri par 3 ans de conflit. Le départ des troupes françaises répond à un besoin croissant d'effectifs alors que les troupes françaises sont engagées entre la défense du territoire français, opération Sentinelle, 7 à 10 000 soldats et d'autres opérations notamment dans le Sahel, opération Balkam, 3 500 soldats. Toutefois, quelques 300 hommes resteront en Centrafrique pour sécuriser l'aéroport de Bangui et participeront à la mission européenne. Lueur d'espoir en Centrafrique, mais vive préoccupation en revanche en Libye. Malgré la constitution d'un gouvernement d'union, les tensions persistent. D'ailleurs, ce gouvernement, bien qu'approuvé par la communauté internationale, n'est pas accepté par les deux camps rivaux qui jusque-là régnaient en maître sur le pays. Non pas venir par les airs, c'est par la mer que Fayez El-Sarraj a atteint Tripoli. L'aéroport est contrôlé par des milices islamistes hostiles à son arrivée. Dans une brève allocution, le nouveau chef du gouvernement national libyen, soutenu par les Nations Unies, s'est engagé à faire de la réconciliation sa priorité. Avec l'aide de Dieu et avec le soutien de chacun, nous allons créer un État avec des institutions et des lois. Grâce à l'aide des Libyens, nous allons travailler à la mise en place d'un cessez-le-feu et nous mettrons fin au bain de sang en Libye. Une tâche qui s'annonce difficile. Son arrivée a fait monter les tensions d'un cran. Dans la soirée, des tirs ont été entendus dans la capitale. Plusieurs routes ont été bloquées. Le chef du gouvernement basé à Tripoli a sommé Fayez El-Sarraj de quitter la ville. En proie au chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye compte 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir, l'un à Tripoli et l'autre dans l'est à Tobrouk. Pour sortir le pays de la crise, un gouvernement d'union a été mis en place après un accord politique signé fin 2015 sous l'égide de l'ONU. Problème, les chefs des 2 gouvernements rivaux s'y opposent. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé à un transfert de pouvoir pacifique. Ceux qui font obstruction au processus politique doivent être tenus pour responsables. J'appelle le gouvernement d'union nationale à assumer ses responsabilités en mettant en œuvre toutes les dispositions de l'accord politique. Les États-Unis et l'Union européenne ont également salué l'arrivée de Fayez El-Sarraj, après avoir exprimé pendant des mois leur souhait de traiter avec une autorité unifiée en Libye. Car l'objectif est double, sortir le pays du chaos, mais aussi faire face à la montée en puissance en territoire libyen du groupe État islamique. Claude Amar est au rendez-vous de l'actualité sportive. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir. Alors, la première édition du tournoi de la relance co-organisée par Sergio Sport et Africa Top a commencé, ou s'est achevée plutôt, hier au stade d'Aguanivé. Effectivement, 8 équipes ont pris part à la compétition. Il s'agit de l'AS Auxerre, Dito, Agaza, AS Togoport, Asfosa, Étoile Filante, Kotoko de la Vie et Agua de Koussountou. En finale, l'AS Togoport a disposé de Agua de Koussountou sur le score étriqué d'1-0. Martin Sandani, Mankoubi, pour plus de précision. Faire rouler le ballon rond et permettre aux clubs de D1 et de D2 de se mettre en jambes avant l'ouverture de la saison sportive 2016. Tel est l'objectif que poursuivent les initiateurs du tournoi de la relance qui a connu son apothéose ce mercredi après-midi au stade de JCA d'Agué. 8 clubs étaient en compétition pour un trophée remporté par l'AS Togoport. Un bilan qui satisfait les promoteurs. Globalement positif puisque les clubs sont satisfaits. Les 8 clubs qui ont eu l'occasion ou la chance de participer à ce tournoi, je pense qu'ils se sont bien préparés déjà par rapport aux autres pour être prêts pour la Coupe de 27 avril et éventuellement pour le championnat qui va démarrer très bientôt. Nous tenons premièrement à féliciter le promoteur parce qu'il y a longtemps que nous crions que le public sportif togolais a besoin de tourner les dimanches ou en semaine le regard vers les stades. Il y a plusieurs clubs qui ont laissé leurs joueurs, faute de moyens. Mais nous, on a tenu quand même à ce que les enfants soient là. Il faut les payer, ils doivent être là, s'entraîner. Et je crois que c'est ce qui a joué
ce qui a fait que régulièrement nous avons eu ces coupes. La finale de cette compétition qui a opposé l'AS Togoport en maillot blanc à Agua de Kusuntu, tout de bleu vêtu, a tenu toutes ses promesses. Les deux formations ont développé un jeu plaisant avec une légère domination des portuaires qui ont trouvé la faille à la 31e minute par Nayo Ayuba. Celui-ci profitant de la passivité de la défense adverse pour glisser le ballon au fond des filets d'Agua. Et c'est sur cet unique but que l'arbitre central mettra fin à la rencontre malgré la détermination des uns et des autres. Une coupe se gagne, elle ne se joue pas comme un championnat. Bon, cet après-midi, nous avons remporté la coupe. Mis en jeu par ces jeux sport et moi je ne suis que content. L'AS Togoport n'est pas une petite équipe. Les joueurs de l'AS Togoport sont des joueurs expérimentés. Donc, mes joueurs, ils sont en train d'arriver dans le travail. Donc, le match était intéressant. Même après avoir écouté le carton rouge, j'ai su maintenir le score. C'est pas mal. La 3e place a été enlevée par l'association sportive de la forêt sacrée de Lomé, Asfosa, en blanc, qui s'est imposée face à Kotoko de la Vie, 1-0. Les 3 meilleures formations ont eu droit à des ballons, des enveloppes et des médailles. Et l'AS Togoport, vainqueur de ce tournoi, s'adjuge le trophée mis en jeu. Alors, cap sur Sudou, dans la préfecture d'Assoli, où l'ONG Baraka City a organisé un tournoi dont la finale a été jouée samedi, Claude. 10 équipes venues du Bénin et du Togo ont préparé la compétition qui a été dominée par Force Royale de Paratao, victorieuse de Tchéni FC. Nestor Mouzou. Jeunesse sportive de Palada, Lumière FC de Bafilo, Terrible Petit Joueur de Bafilo, Kola de Soudou, Stella de Bafilo, Akara du Bénin, Assoua de Bafilo, Force Royale de Paratao, Kodolo de Gandé et Tchéni de Tchalamdé. Ce sont les 10 équipes qui ont joué le tournoi de Baraka City, dont ce match est la finale. Tchéni Football Club de Tchalamdé en jaune croise la FRP, Force Royale de Paratao en bleu. Évoluant à domicile, Tchéni FC met la pression dès le départ sur son adversaire. Moudjaïdou Sema et Nazif Traoré ont l'occasion de marquer au début de la rencontre. Leur action a manqué de précision. Les Bleus répliquent presque immédiatement avec cette retournée de Nazif Ouro Agbandiala. Les tentatives s'enchaînent du côté de Tchéni. Croyant au hors-jeu, la FRP a failli se laisser surprendre par Moudjaïdou Sema. Le retour de Moudachirou Mama sauve les Bleus de l'ouverture du score. Malgré sa domination, Tchéni ne marque pas de but jusqu'à la fin de la première partie. La deuxième partie sera aussi animée que la première. Sur ce coup de pied de coin de Ashraf Agoro, Issifou Derman a dû se déployer pour empêcher le ballon de rentrer dans ses filets. La Force Royale de Paratao plie mais ne rompt pas. Les Bleus ont été même à 2 doigts d'ouvrir le score. Nazif Agbandiala a tout simplement été inefficace devant la cage de Tchéni, à 2 reprises d'ailleurs. Comme la première, la deuxième partie aussi s'est achevée sans but. Au tir au but, la Force Royale de Paratao a été plus à droite que Tchéni Football Club de Tchalamdé. Elle réussit 4 tirs contre 3 à son adversaire. La compétition a été organisée pour marquer la fin de la prière annuelle Solondé à Soudou. La prière annuelle, elle réunit les fils et filles de la localité, histoire de se retrouver dans un premier temps, mais d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour le développement de leur localité, mais aussi le développement de tous les ressortissants, filles comme fils. Donc, c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous réunir comme ça et ne pas parler de la paix, parce que l'islam, c'est la paix. Et donc, dans une prière, on doit parler de la paix, et voilà pourquoi nous avons voulu parler aussi de cette paix à travers ce tournoi. Les 10 équipes participantes ont reçu des prix. L'équipe de Tchéni a été gratifiée d'un jeu de maillot, d'un ballon et d'une enveloppe de 100 000 francs CFA. Jeu de maillot, ballon, une enveloppe de 150 000 et la coupe mise en jeu pour la Force Royale de Paratao.
Avez-vous quelque chose à ajouter, Claude? Oui, mais bouclons la page par la suite des phases éliminatoires de la 8e édition du tournoi festif de l'intégration. Samedi à 14h au stade municipal, Nigeria, ambassadeur du Togo. Dimanche à 9h, Cameroun, Burkina Faso. À 13h, Canis du Togo, Mali. Et à 15h, Congo, Brazza, Liban. Moi, je retrouve les amis télésportifs samedi aux alentours de 13h45 à travers Sport Détente. Merci Claude et à très bientôt. Tout le plaisir pour moi. Quelques communiqués avant de clôturer cette édition. D'abord, celui qui émane du gouvernement. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération citoyenne Togo Propre, organisée tous les premiers samedis du mois, aura lieu le samedi 2 avril 2016 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Et il invite à cet effet les autorités locales, notamment les préfets, les présidents des délégations spéciales, les chefs cantons, les chefs de village et de quartier, ainsi que les syndicats, les comités de développement des villages et des quartiers, les associations de protection de l'environnement, à prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'effectivité de cette opération. Les responsables des administrations publiques et privées sont également priés de mobiliser massivement leurs agents afin de contribuer au succès de cette journée. De la part de la CET, la direction générale de la CET informe son aimable clientèle qu'en raison de la perte de l'énergie électrique sur le réseau de la communauté électrique du Bénin provenant de la ligne du Nigeria, ce jeudi 31 mars 2016, à 11h36, la fourniture du courant électrique connaît des perturbations sur l'étendue du territoire national. Les équipes techniques de la CEB, en collaboration avec celles de la CET, sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients des villes et localités concernées par ce désagrément et les remercie pour leur compréhension. Autre communiqué, dans le cadre du processus de renouvellement du mandat des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance du public et des organisations de journalistes et techniciens de la communication que l'Assemblée nationale procédera à l'élection de 5 personnalités pour être membres de la HAC. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi organique numéro 2009-029 du 22 décembre 2009 portant modification de la loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la HAC, 2 membres sur les 5 seront élus sur une liste proposée par les organisations les plus représentatives de journalistes et techniciens de la communication. Toute personne intéressée par le présent communiqué est priée de déposer son dossier de candidature sous pli fermé avec mention « Candidature à la HAC » au secrétariat particulier du président au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale, au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 16h. Les candidats proposés par une ou des organisations de journalistes et techniciens de la communication doivent préciser cette option dans leur demande de candidature. Ils doivent produire en outre une lettre de recommandation de l'organisation signée du premier responsable et une copie du récépissé de déclaration de l'organisation. Et pour les dossiers de candidature, veuillez consulter le quotidien national Togo Presse. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que, conformément à l'article 55 de la Constitution, la première session ordinaire de l'année s'ouvrira le mardi 5 avril 2016 au Palais des Congrès de Kara à 10h. Les honorables députés sont attendus à Kara le lundi 4 avril 2016. Et toujours selon le président de l'Assemblée nationale, la deuxième séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mercredi 6 avril 2016 à 9h, toujours au Palais des Congrès de Kara. Dernier communiqué sur l'élection des membres sociétaires au conseil d'administration du Butodra. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique informe les auteurs et créateurs d'œuvres de l'esprit sociétaire du Butodra que l'élection de leurs représentants au conseil d'administration se fera dans la salle polyvalente de la Blue Zone de Kakaveli et non dans la salle de réunion du Butodra comme annoncé précédemment selon le calendrier à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et puis le Togo au cœur des réformes, les impacts sur la croissance, c'est le thème de l'émission Le Togo en marche que vous suivrez ce soir après ce journal. Ces dernières années, les réformes tous azimuts ont permis au pays de renforcer sa gouvernance économique, d'assainir le climat des affaires et d'être éligible au Millennium Challenge Corporation des États-Unis. Voici d'ailleurs un avant-goût avec Adolphe Paca et Pierre Sousoupa. Le chantier des réformes était à l'image des grands travaux entamés ça et là. Les actions se sont depuis lors multipliées. Dans la construction et réhabilitation des infrastructures économiques, le Togo revenait de très loin. Après la phase des chantiers, Lomé, la capitale, retrouve de plus en plus son image d'antan. Lomé la Belle
ou encore la Suisse d'Afrique. La capitale d'un beau pays qui est le Togo. Le Togo se reconstruit et parallèlement est renforcé chaque jour le racinement des valeurs démocratiques et des droits de l'homme. En témoignent les avancées notables dans l'organisation des élections depuis les législatives de 2007 à la présidentielle de 2015. Tout cela est la résultante des efforts engagés pour garantir des conditions de transparence avec un accès équitable à toutes les parties prenantes au processus. Cela ne s'explique-t-il pas aussi par le fait que le chantier de la réconciliation a fait du chemin, que les filles et fils de la nation, hier divisés par des querelles politiques et intestines, vivent aujourd'hui ensemble et peuvent désormais s'embrasser et parler le même langage. Les Togolais ensemble, dans ce vaste creuset politique, ne font que traduire la richesse de la diversité et donc la participation des populations au développement du pays. Les femmes, représentant plus de 51% de la population, selon l'enquête démographique et de santé du Togo et des ST, restent cependant victimes des inégalités sociales et ne sont majoritaires que dans le secteur informel ou dans les activités indépendantes en milieu rural. Alors, le Togo en marche à suivre donc tout à l'heure après cette édition et je vous retrouve en fin de soirée pour un dernier point sur l'actualité. Merci de votre aimable attention.